Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, tout juste une semaine après avoir été victime d'un vol caractérisé à Lyon, le Stade brestois doit se remettre la tête à l'endroit et doit rechausser les crampons pour un nouveau match crucial dans cette course à l'Europe. Ce match, c'est la réception de l'AS Monaco, actuellement 3e de Ligue 1, chute derrière le Stade brestois. Un match qui peut officiellement qualifier Brest en Coupe d'Europe et qui peut surtout nous placer en ballottage très favorable en vue d'une qualification pour la plus belle des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Pour appréhender ce match, on s'est plié en 4 pour trouver un supporter monégasque. Ceux qui suivent le podcast depuis 5 ans savent que c'est compliqué puisque ce sera la première fois que nous avons le plaisir de recevoir un supporter de l'ASM. Ce supporter, c'est Gilles. Gilles, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Et salut à tous, merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Et écoute, ça va très bien, hein, et je suis ravi d'être ici pour parler du match à venir. Le match à venir, justement, je l'ai dit, c'est un choc au sommet, un choc pour la Ligue des Champions. Deux situations initiales très différentes. Brest qui devait lutter pour son maintien, qui se retrouve mêlé à cette course. Et Monaco qui, à contrario, jouait très clairement la Ligue des Champions après une saison ratée. On arrive bientôt au bout, il restera que 5 journées, même si Monaco a un match en retard. Est-ce que dans cette course, dans ce sprint final, tu considères que la victoire elle est impérative pour l'ASM ou finalement un match nul, ça peut vous aller? Alors si tu me poses la question, pour moi, je dirais que mon équipe doit tout gagner, hein. Ce serait beaucoup plus simple, surtout à ce stade-là de la compétition, où Monaco affronte le deuxième et le quatrième, parce que Lille, on jouera Lille juste après. Je me dis que là, battre Brest à ce niveau-là, à ce stade-là de la compétition, c'est pour moi un impératif en tout cas, pour moi. Après voilà, ce n'est pas forcément vital parce qu'il reste 6 matchs pour nous, 5 matchs pour Brest. Donc je sais que ça peut encore se jouer sur plein de détails et sur plusieurs matchs. Mais très honnêtement, actuellement, à l'heure actuelle, nous avons un match en retard. Battre Brest avec un point actuellement en plus, avec un match en retard en plus de notre côté, ce serait une aubaine pour nous. Mais malheureusement, Monaco ne prend pas toujours les aubaines quand elles se présentent. Tu l'as dit, Monaco joue finalement assez gros cette semaine en se déplaçant à Brest 2e, puis après en jouant Lille 4e. Tu le sens comment finalement ce sprint final, toi, pour Ligue des Champions? Tu penses que Monaco a les moyens de coiffer tout le monde et finir 2e, ce qui est finalement la place qui était attendue en début de saison, ou t'as un peu cette crainte que tout peut s'écrouler? Alors le sprint pour la LDC, très honnêtement, moi je suis de nature à être toujours un peu inquiet, donc je vais être peut-être un peu défaitiste, on va dire, en premier lieu. Mais quand on regarde notre calendrier, on se dit que la tâche, elle est quand même pas évidente du côté de Monaco. Affronter Brest, affronter quelques jours après Lille, et juste après Lyon, qui est sur une excellente dynamique, qui même avant d'être dans une bonne dynamique, nous avait battu à l'aller et à Monaco, et terminer sur clairement Montpellier-Nantes, Nantes qui aura peut-être quelque chose à jouer, peut-être sa tête à jouer, son maintien à jouer à ce moment-là. Donc est-ce que je suis confiant? Difficile à dire, difficile à dire. En tout cas, on a les moyens. On a les moyens de réussir. On a les moyens d'être dans ce fameux top, on va dire top 3 pour se qualifier directement, top 4 pour être dans le barrage. Je me dis que ce serait une catastrophe et vraiment une faute professionnelle que Monaco ne soit pas qualifié en Ligue des Champions cette année, surtout à ce stade de la compétition. Et je pense qu'on a surtout les armes pour, qu'on a les joueurs pour, qu'on peut y arriver. Maintenant, après, confiant, c'est eux sur le terrain qui doivent me faire dire, me donner confiance, et parfois, surtout à domicile, on n'est pas tout à fait serein. Et c'est pour ça que, oui, on peut le faire, mais moi, je reste prudent en tout cas. Tu parles justement des matchs à domicile. Cette année, Monaco
est quasiment la meilleure équipe à l'extérieur, là où effectivement c'est plus compliqué à domicile. Comment t'expliques toi cette différence? C'est une différence d'approche, c'est les atmosphères, enfin voilà. Est-ce qu'il y a une explication même rationnelle? Il y en a pas toujours. Et c'est vrai que c'est une tendance qui se confirme de plus en plus au fil des matchs. Bon là, on a réussi à mettre fin à cette espèce de spirale négative à domicile avec la victoire contre Rennes. Très bien, ça arrive plutôt au bon moment en vue du sprint final. Mais très honnêtement, et même Adi Hutter le disait, eh ben, personne ne se l'expliquait. Vraiment personne. Parce que, bon, ok, Monaco s'exporte très très bien, beaucoup de supporters à l'extérieur, mais bon, le stade, ok, il n'est pas, il est pas à guichet fermé, mais il n'est pas pour autant vide, hein. Il faut arrêter cette petite rumeur, même si bon, c'est rigolo. Mais très honnêtement, et j'ai du mal à trouver une explication sur le pourquoi ça ne marche pas. Marche pas, marcher, je ne sais pas si je dois utiliser le passé ou pas, à domicile cette saison. Le plus important, c'est que on inverse la tendance sur cette fin de match, de fin de saison. On a encore 3 matchs à domicile. Lille, Clermont et Nantes. Là, il va falloir les assurer. Donc, je pense pas qu'on fera 6 victoires, hein. mais il va falloir vraiment engranger et essayer d'obtenir ce podium et voire même cette deuxième place. Cette deuxième place, justement, Monaco pourrait s'en emparer en cas de victoire ce week-end. Et justement, c'est aussi des questions dynamiques, souvent dans le sprint final. C'est quoi la dynamique de Monaco en ce moment? Comment vous allez vous présenter, que ce soit en termes de forme, mais aussi en termes d'effectifs? Je sais qu'il y a pas mal d'absents des deux côtés. Plutôt sur une bonne forme en réalité. On reste sur une victoire contre Rennes à domicile. Enfin, c'était plus arrivé depuis quelques mois. On reste sur une belle victoire contre Metz 5-2. Bon, après, malheureusement, le 2-2 contre Lorient et la victoire contre Strasbourg. On est sur une bonne dynamique. On est invaincu quand même depuis quelques matchs. Attends, je triche un peu, je regarde les résultats, hein. Notre dernière défaite date de Toulouse. C'était le 18 février. Après, on a fait soit nul, soit défaite, même si le nul contre Lorient avait un peu un parfum de défaite à cause du but à la 96e de Bakayoko. Mais il n'y a pas eu défaite. Voilà. Donc on est sur une très bonne dynamique. Après, niveau effectif, on a connu un nombre de blessures cette saison qui est assez catastrophique. Et là, au moment où je te parle, hein, je viens d'apprendre le forfait jusqu'à la fin de la saison de Golovin. Et ça, c'est vraiment une tuile. C'est une grosse tuile parce qu'on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement important dans le dispositif de Hutter, que ce soit quand il jouait avec une défense à 5 ou quand il jouait avec une défense à 4 comme récemment. Il joue plutôt en 4-2, 4-4-2 ou en 4-2-3-1, voire parfois en 4-3-3. Il a déjà tenté des trucs. Mais il semble être revenu à une disposition à 4 derrière. Et voilà, mais niveau blessure, on aura donc Golovin en moins, Maripane aussi, mais on récupère des gars comme Mohamed Kamara, comme Mbolo. Après, attention, Mbolo, il sort des croisés, il n'a pas encore rejoué une minute, hein. Donc, franchement, je le compterai même pas personnellement. Peut-être qu'il va gratter quelques minutes contre Brest, mais honnêtement, pas sûr. Voilà, je retiendrai ces deux principaux absents-là. Golovin, hein, malheureusement, je suis vraiment dégoûté de la nouvelle. Et donc, Maripane derrière, qui est quand même un des tauliers derrière. Même s'il y a de quoi faire pour le remplacer. Mais c'est un des tauliers. Et j'allais oublier Kerrer. Kerrer qui est suspendu. Voilà, il a pris un rouge contre Rennes, donc il sera suspendu contre Brest. Donc voilà, un petit peu décimé derrière, mais on a de quoi faire pour mettre Singo, Zakaria, Salissou. Bref, il y aura de quoi faire. Mais voilà, ce sera peut-être pas la défense type. Bien sûr, c'est le choc au sommet, c'est ce classement, c'est tout ce qui va se passer sur le terrain qui sera au cœur des débats. Ça inclut aussi l'arbitrage. Tu sais qu'à Brest, le sujet est très sensible depuis la semaine dernière avec ce qui s'est passé à Lyon. Brest s'est beaucoup plaint dans les médias, à raison. Mais est-ce que t'as pas peur que, comme certains supporters monégasques l'ont exprimé, qu'il y ait peut-être une forme de compensation qui peut se jouer face à vous? La question de l'arbitrage. Eh ben, je vous comprends tellement, hein. Alors, c'est même dans certains articles que Monaco, on aime beaucoup se faire enfler par les arbitres aussi. Je pense que c'est un point commun qu'on peut avoir. Très honnêtement, j'ai vu le match, enfin, pas tout le match, je dois admettre, j'ai vu 70 minutes du match contre Lyon. Brest mérite 1000 fois la victoire.
ça, je n'en démords pas. Et j'ai vu aussi les déclarations d'Éric Roy et des plaintes juste après. Et certains supporters monégasques sur Twitter dire ah là là, la compensation contre nous. Très honnêtement, j'y crois pas à la compensation. Très honnêtement. Parce que attention, ce que je vais dire, ça risque d'être un petit peu mal interprété et même par un manque de respect. Mais alors que ça ne l'est pas du tout. Euh, je pense que des gros clubs qui se plaignent de l'arbitrage, ça a plus de chances d'avoir un impact. Ou des clubs un peu influents, genre Lyon, genre Paris. Eux qui se plaignent de l'arbitrage, je pense qu'on va regarder ensuite l'arbitrage d'un autre œil. J'ai peur que des clubs comme Brest, en fait, ça sonne un petit peu le club qui, malgré sa deuxième place totalement méritée, hein, attention, ça sonne comme un peu le petit qui se plaint, en fait. J'ai peur que ça fasse ça et que du coup, ils se sont plaints, mais comme d'autres clubs, que d'autres clubs un peu moins bien classés se sont plaints au début de la saison ou en cours de saison et on s'en rappelle même pas tellement c'est anecdotique. J'ai peur que ça fasse un peu ça. Je pense que le club a eu raison de se plaindre. Le club a eu raison de monter au créneau parce que c'était scandaleux, hein, honnêtement. Après, honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il n'y aura pas de compensation, même inconsciente de la part de l'arbitre. L'enjeu est tellement gros. L'enjeu est gros, t'as raison. Beaucoup plus qu'au match aller. Je sais pas si tu te souviens de ce match aller, justement. Eh bien, j'étais au stade pour le match aller. C'était une victoire 2-0. Et j'ai souvenir vraiment d'une victoire, même si c'est 2-0, d'une victoire chanceuse de Monaco. Parce que Brest a été extrêmement dur à jouer. Et d'ailleurs, il y a eu 2 buts refusés lors de ce match-là. Je sais pas vraiment. Je pense qu'il y a eu une part de chance aussi, parce que le hors-jeu, la faute de Lesmelou. J'ai souvenir de cette tension au stade et de la difficulté à jouer cette équipe. D'un Éric Roy qui était extrêmement râleur sur le banc. Ça aussi, ça marque. D'ailleurs, dédicace à mon ami Sky, hein, bien sûr, supporter niçois, qui est un énorme fan de Éric Roy, hein, évidemment. Euh, et, et voilà, cette tension, et je suis sorti de là en me disant, on a gagné 2-0, mais on a eu quand même beaucoup de chance parce que cette équipe, elle était sacrément dure à jouer. Un match difficile, c'est ce qu'on vous promet ce week-end, encore une fois. Comment tu penses que l'ASM devrait aborder ce match? Est-ce qu'on doit attendre une ASM ultra conquérante ou à l'inverse une ASM qui va prendre le temps, peut-être même qui va essayer de défendre et contrer? En fait, je pense que Monaco est beaucoup plus à l'aise quand elle a le ballon, quand elle fait circuler. Et on est tellement pas serein défensivement que jouer le contre, ce serait un petit peu suicidaire. Pour moi, hein. Pour moi en tout cas. Donc, ultra offensive, pas forcément, mais tenir le ballon, oui. Essayer d'étouffer l'adversaire immédiatement, ne pas tomber dans l'étau brestois, on va dire. Et voilà, je pense qu'on va l'aborder comme ça. Mais je pense que c'est plus dans la nature de Monaco d'essayer de marquer vite. C'est quelque chose qu'on faisait beaucoup au début de saison. On essaye de marquer vite. On prend des buts parce que défensivement, on est friable, mais on en met plus. C'était un petit peu ça la logique du début de saison. Un petit peu moins sur la fin. Mais on a quand même des tendances à vouloir garder ce ballon et à attaquer. Pour obtenir un résultat, Monaco va évidemment compter sur son collectif, mais peut-être plus encore que Brest sur ses individualités. Aujourd'hui, à Monaco, c'est qui les hommes forts pour toi? Bah, je t'aurais dit Golovin, mais, désolé, je suis en boucle dessus, mais je remue le couteau dans la plaie. Golovin qui est beaucoup plus décisif et présent dans le jeu monégasque cette saison. Mais il y a d'autres joueurs, et ça qui est fort avec ce collectif monégasque, c'est que on a eu des hommes forts à différents moments de la saison. Début de saison, c'était Minamino, qui là revient vraiment en très très bonne forme. Bon, il y en a un qui sort un petit peu son épingle du jeu, qui pour moi sera titulaire ce week-end. Je ne comprendrais pas qu'il ne le soit pas. C'est Magnès Akliouche, l'international espoir français, qui peut-être ira au JO d'ailleurs. Mais en ce moment, lui, il est en très grande forme. Donc peut-être compter sur ces deux-là, Minamino et Akliouche. On verra le placement de Zakaria. Est-ce qu'il va être en défense? Est-ce qu'il va être au milieu? Est-ce qu'il va faire jouer 2 attaquants, Balogun Ben Yedder ou un seul?
Ouais, par contre, oui, la forme de Ben Yedder est un petit peu inquiétante ces derniers matchs. Et Balogun, j'en parle même pas. Il faut vraiment on va vraiment considérer cette saison comme une saison de transition. Et pour voir le vrai Balogun, je dirais pas lui comme principal danger, hein. Même si au match aller, il a marqué un but qui a été refusé, justement d'ailleurs. Mais voilà. Sinon, voilà, pour résumer, les individualités, Akliouche et Minamino devant. Et éventuellement, je vais rajouter un défenseur que j'aime beaucoup, c'est Wilfried Singo, qui depuis qu'il est de retour de la CAN, depuis qu'il est apte physiquement, il est vraiment très très fort. C'est vraiment notre rock derrière, on va dire. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te coince? Qui est-ce qui n'est pas au niveau actuellement à Monaco? Pour ce qui est de mes incertitudes, bah, j'ai eu beau citer Singo derrière, et ben c'est la défense pour moi. Parfois, on a littéralement des absences défensives qui me font un peu peur. Bon, après, il y a une incertitude qui a été réglée depuis ces derniers matchs et j'en ai pas parlé dans les points forts. J'aurais même dû commencer par là. C'est le changement de gardien. On fait désormais confiance à Majeki, qui était notre deuxième gardien pendant une bonne partie de la saison. Là, je crois que ça fait 2-3 matchs qu'il est titulaire. Et il semble complètement faire oublier Philippe Ken. Et pour le plus grand plaisir de tous. Et franchement, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas un gardien aussi serein, en fait, sur la ligne. Donc pardon, là du coup je repasse sur les points forts, mais du coup c'était une incertitude qu'on a gommée, on va dire, le gardien. Mais sinon, ouais, je vais garder cette idée de mental, notre mental de façon générale. Voilà, on peut perdre à la 96e minute de façon incompréhensible. Et défensivement, avoir certains errements. Gilles, jusqu'ici, on a surtout parlé de l'AS Monaco. Mais justement, toi, en tant que supporter monégasque, comment tu vois cette équipe de Brest cette saison? Je sais pas si tu la regardes régulièrement. Très honnêtement, avant cette saison-là, une image assez neutre, hein, je vais pas. Là, par contre, cette année, je dois admettre que je suis très impressionné par ce qu'ils font. Que même si je ne suis pas le club de façon régulière, il m'arrive de voir des buts, d'entendre parler du club et d'entendre parler des joueurs. Et donc là, je suis très impressionné par la solidité et par le collectif de cette équipe. Parce que quand on regarde les noms sur la feuille de match, bah, voilà, encore une fois, sans vouloir manquer de respect, hein, bien sûr, parce que grand respect et surtout, Brest est à sa place actuellement. Il n'y a aucun nom qui font rêver, donc ça ne doit vouloir dire qu'une seule chose, c'est qu'il y a du talent partout et il y a un collectif surtout. Il y a une solidarité, il y a une solidité, et du coup, Brest arrive, tel un Leicester il y a quelques années, à obtenir des résultats incroyables. Est-ce que c'est une équipe en sur-régime? Peut-être. Après, quel joueur m'inquiète? Eh ben, je suis extrêmement rassuré parce que, mine de rien, c'est un peu votre taulier au milieu, mais Pierre Lesmelou en moins, eh ben, ça va nous faire du bien, je pense. Même si on est un peu expert d'affronter des équipes B et de perdre comme on l'a fait contre Reims. Attention, hein, ça veut rien dire. Après, je dis pas que vous allez mettre l'équipe B non plus. Mais je dirais lui en priorité. C'est un petit peu le premier nom qui me vient à l'esprit. Peut-être Del Castillo aussi en second lieu. J'avoue que je les connais pas tant que ça, mais tout ce dont je suis sûr, c'est que s'ils sont là, c'est qu'ils ont une force de caractère, c'est qu'ils ont une force de collectif, et du peu que j'en ai vu en tout cas, c'est qu'ils le méritent. Finalement, caractère, c'est presque le mot le plus important. Ce week-end-là, ça va être un match de gros caractère. Ce sprint final, ça va être un sprint final de gros caractère. Et justement, qui dit caractère dit prise de risque. On va passer à la dernière question classique. Un double pronostic, Gilles. Pronostic pour le résultat du match, bien sûr, et pronostic sur le classement final des deux équipes. On t'écoute, fais-nous parler tes dons de voyant, tout simplement. Waouh! Alors mais je suis nul en prono! Ah, je suis nul complet! Bon, je vais te dire victoire de Monaco 2-1. Allez. Et classement final? Allez. Je sais pas vraiment si c'est un pronostic ou un souhait, mais je dirais Monaco deuxième et Brest troisième. Et ça va être... faut pas oublier non plus qu'il y a Lille derrière qui fait une très très grosse saison. Mais voilà, je dirais Monaco deuxième et Brest pour leur saison incroyable. Troisième. Le pronostic est noté, Gilles. On reviendra vers toi en fin de saison pour le pronostic du classement final. Et finalement, dès ce dimanche soir,
Après le match, alors ce match, il est à 17h05, Stade Francis Leblay, diffusé sur Prime Video, ouvert à tous les abonnés Prime, pas uniquement ceux qui ont le Pass Ligue 1. Un choc au sommet, un choc qu'on attend tous avec impatience. En tout cas, on vous souhaite un bon match, évidemment, que vous y alliez ou que vous soyez devant votre télé. N'hésitez pas à nous donner votre pronostic en commentaire. Et on se retrouve très bientôt. Merci encore à vous et allez Brest. 30 ans d'existence, folles années d'espérance, devenir c'est l'évidence, un des meilleurs clubs de France, né de flammes et d'avenir, moissonnant les souvenirs, de Saint-Marc en armoricaine, nous tous fêtons ta trentaine. Tu es vainqueur, c'est du soleil.